Bon, d'abord, il faut comprendre un peu ce que j'ai fait avant. J'ai d'abord fait de la communication, puis de la publicité, et j'adorais la pub. Je suis arrivé à l'époque dans une agence de publicité où j'avais un peu ce fantasme de la publicité des années 80, et je me suis aperçu qu'elle avait disparu. Donc après je me suis dit ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je vais peut-être retrouver cet état d'esprit. J'étais parti en agence social media et là j'ai vraiment totalement retrouvé, on va dire, cette énergie, cette créativité, des choses qui correspondaient plus à ce que je cherchais à la base. Et à un moment, le social media, j'avais fait un peu le tour, ça faisait 5 ans, et je me suis dit ok, c'est quoi le prochain challenge, qu'est-ce qui motive aujourd'hui les entreprises et qui peut être intéressant. Et j'ai découvert la transformation digitale, et la transformation digitale m'a permis en fait de multiplier le nombre de sujets sur lesquels je pouvais travailler. Et la première année où je suis arrivé au Hub Institute aujourd'hui, j'ai dû travailler à peu près avec une centaine de clients et une dizaine de sujets principaux qui fait que je m'ennuie jamais. Et pour moi, ce qui est passionnant dans un métier, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Personne ne naît génie digital ou avec une petite fée qui vient sur ton berceau en disant aujourd'hui tu vas tout connaître sur un sujet. C'est vraiment une question de curiosité. Et si tu es curieux, tu ne seras jamais perdu dans ces métiers. Moi, je suis, on va dire, assez maladivement curieux. Je passe mon temps à faire de la veille. Aujourd'hui, je suis payé pour faire de la veille et pour raconter Internet, on va dire, aux gens, et c'est génial. J'aime bien en fait le lien entre le business et la technologie, l'impact qu'est-ce que cette technologie va faire pour derrière faire plus de ventes, avoir plus d'impact sur des consommateurs, des choses comme ça. C'est pas juste simplement se dire ok, on aime la technologie, on aime mettre des caisses de réalité virtuelles, on aime par exemple des enceintes connectées ou des choses comme ça. C'est quel est le lien entre ce qui est mon métier à la base, qui est plutôt un métier de communicant et de marketeur, et cette passion pour la technologie que je peux avoir. Technologie qui est aujourd'hui dans tout ce qu'on fait, et nous au quotidien on utilise tous des téléphones portables, des ordinateurs, des choses comme ça, et en fait des problématiques de marque qui sont comment est-ce qu'on arrive à parler à des consommateurs qui changent constamment et qu'on comprend plus tellement, et vis-à-vis de qui on est un peu largué en tant qu'entreprise. J'aime bien le mot créativité, mais j'aime beaucoup plus le mot smart. Faire du créatif pour faire du créatif, c'est pas très intéressant. Aujourd'hui c'est gagner des prix, c'est cool, mais ça fait surtout plaisir aux créatifs, aux agences, ou à des directeurs marketing qui ont besoin de briller à un moment donné. C'est plutôt qu'est-ce que je vais proposer qui va être pertinent pour la marque, qui va être pertinent pour le consommateur et qui va faire que l'agence aura du plaisir en fait à avoir produit ce qu'elle a produit. Moi, par exemple, au niveau des prix, je préfère avoir un EFI qu'avoir un prix au Cannes Lions parce que c'est plus pertinent sur qu'est-ce que c'est d'abord de la communication, de la publicité. C'est à réussir à répondre à un brief de façon pertinente et d'avoir une réponse efficace vis-à-vis des consommateurs. Alors moi j'aime beaucoup la tendance de la voix. Aujourd'hui on a tous des smartphones, des tablettes et tout ça, donc on est beaucoup dans le tactile, mais il y a 10 ans c'était pas le cas. Le futur de la communication et du commerce et tout ça va passer par la voix. On va être de moins en moins dans des interactions physiques et on va interagir avec les objets ou avec par exemple dans les magasins grâce à notre voix. Aujourd'hui, la réalité augmentée, par exemple, a été intégrée par Snapchat directement dans son application, puis Facebook a copié, donc l'a intégrée dans Facebook, puis dans Instagram. Et aujourd'hui, la réalité augmentée, sur les prévisions d'ici 2021, il devrait y avoir 1 milliard de personnes qui vont utiliser de la réalité augmentée sur mobile. Aujourd'hui, les QR codes ne vont jamais revenir sur la partie européenne, ça va être remplacé par la réalité augmentée, où tu vas avoir ton téléphone ou un device, peu importe lequel, et tu vas montrer par exemple un restaurant, et plutôt que de faire une recherche sur ce restaurant, ça va te donner de l'information. Le futur, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à intégrer parfaitement la partie virtuelle avec la partie réelle. Et là, on fait de mieux en mieux avec l'intégration des objets réels dans ce qu'on voit par exemple sur un téléphone. Et c'est ça qui est excitant pour le futur. Pour les formations aussi. Oui, pour les formations, il y a des formations en réalité virtuelle, par exemple aussi en réalité augmentée avec les HoloLens. Il n'y a pas très longtemps, alors c'était une boîte qui produisait par exemple des trains d'atterrissage d'avion. Un train d'atterrissage d'avion, ça fait à peu près 3 mètres de haut. Tu le regardes dans un HoloLens, tu peux voir le train d'atterrissage vraiment tel qu'il est, tu peux le voir dans une pièce mais tu n'as pas besoin de l'amener. Ça veut dire que c'est beaucoup plus simple pour former des personnes, pour qu'ils puissent anticiper des problèmes ou des choses comme ça. Et si c'est bien fait, c'est vraiment le futur. Et aussi, comment est-ce que tu arrives à faire par exemple de la maintenance à distance plutôt que d'envoyer quelqu'un à 5000 km pour aller réparer un moteur ou autre, en fait, la personne reste à Paris et donne des indications à la personne qui elle est sur place, et grâce à la partie réalité augmentée, réussit en fait à
capter ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut réparer. Aujourd'hui, on a 2-3 ans d'avance par rapport à la plupart des entreprises sur notre utilisation du digital. Et ça, c'est un vrai problème pour les entreprises qui ne savent pas très bien comment parler à ces nouveaux consommateurs, parce que les consommateurs, ils avancent. Et entre les deux, les entreprises, tiens, on va faire un site mobile, tiens, on va faire quelque chose qui va être adapté à la voix, par exemple. Mais ils prennent du retard parce qu'ils ont des process et que c'est compliqué. Par exemple, quand je lance un projet dans une entreprise, avant, peut-être ça prenait 1 an et demi, on lançait un projet. Aujourd'hui, la logique, c'est plutôt se dire, on va lancer 4 projets qu'on va mettre sur 6 mois. À la fin des 6 mois, on va voir celui qui a survécu. Et là, on pourra avancer beaucoup plus vite que ce qu'on faisait avant. On fait de la transformation. Il y a une partie des gens qui sont très très motivés, qui eux sont déjà digitaux. Une partie qui sont un ventre mou, qui pourraient bouger potentiellement si on les bouge un peu, et un 30% qui, eux, n'ont pas du tout envie de bouger. Qui se disent, moi, je suis à la retraite dans 3 ans, 4 ans, je m'en fous, ou de toute façon, le digital, ça me fait peur, et je vois pas pourquoi est-ce que j'avancerais. Et c'est ces gens-là qu'il faut réussir à convaincre. Mais après, ça dépend. Par exemple, je pense à une entreprise comme Prisma Media. Prisma Media, il y avait le directeur de la transformation qui expliquait qu'ils avaient travaillé sur les gens les plus motivés. Parce que, en fait, à force de les tirer et d'emmener toute cette énergie avec eux, les gens pas du tout motivés, à un moment, on laisse dire putain, il faut vraiment qu'on y aille. Il faut qu'on se split parce que là, on est vraiment trop largué par rapport au reste de la boîte. Je pense à un AXA qui font ça depuis 7-8 ans. Eux, ils ont déjà pris beaucoup d'avance. Mais même des boîtes qui sont très avancées comme un AXA, ils ont des soucis. J'avais rencontré quelqu'un chez eux qui nous disait certes, on a fait beaucoup de transformations, mais on a deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème légal. Parce qu'en gros, ils ont fait une croissance externe où ils ont, on va dire, rattaché plein de boîtes extérieures à l'entreprise. Et aujourd'hui, ils sont dans plein de pays différents et sur la partie assurance, ils ont du mal à gérer la partie législative d'un pays à l'autre. C'est pas du tout les mêmes lois et c'est compliqué de les mettre en place. Les entreprises comme Facebook ou en Google qui vont dire nous on a un lieu de travail super cool et tout ça, et il y a des entreprises françaises qui vont essayer de faire pareil mais qui vont le faire mal. Je me suis déjà retrouvé dans des entreprises où on essaie par exemple d'avoir un lieu de travail où chacun peut s'asseoir à peu près comme il veut, mais il n'y a aucune âme, tous les murs sont blancs, les noms des salles de réunion ça va être XYVW, donc il y a une volonté de faire comme les US ou comme les startups, mais en le faisant très très mal. Et ça, du coup, pour moi, en fait, c'est qu'ils n'ont pas foncièrement compris ce qu'il y avait derrière. Ça me rappelle un peu comme quand j'étais chez Over Social avant. Dans nos premiers locaux, on sous-louait dans une boîte qui était une agence média. On était 8 sur des tables, on était super heureux. Après, quelques années après, on a pris des locaux, donc on a pris 1000 mètres carrés, on les a designés et tout ça. Et quand aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent à Over Social, ils me disent « Ah, mais super les locaux et tout ça », moi je leur dis à la base, on était très heureux dans des locaux qui étaient pourris, et c'était pas ça en fait l'agence, c'était pas des locaux, c'était l'état d'esprit, c'était la façon dont on se serrait les coudes et la façon dont on était passionnément intéressé par le social media. Et c'est ça qui faisait qu'on se tenait et qu'on faisait des super trucs pour les clients et que ça fonctionnait. Le vrai cœur de la transformation digitale, c'est pas une question de technologie ou même de locaux, c'est une question d'état d'esprit. Si tu comprends qu'il faut changer d'état d'esprit, qu'il faut accepter que tout change constamment et qu'on n'est plus dans une logique de manager, mais dans une logique de leader avec des équipes qui fonctionnent ensemble et parfois quelqu'un qui va driver un peu l'équipe et qui va pas chercher à imposer sa loi, si tu comprends ça, en fait, tu réussis mal ta transformation digitale. Et ça, c'est très compliqué pour des boîtes qui sont, par exemple, très hiérarchisées, qui n'ont pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça, et qu'on leur parle, ils disent oui, et après ils font, mais en fait, non, on va continuer à faire comme on faisait avant. Et le danger pour elles, c'est qu'à un moment, déjà, c'est difficile pour recruter de nouvelles personnes. Les jeunes qui arrivent, leur premier truc, c'est ouais, moi je vais lancer ma start-up. Alors après, ils en reviennent certains, parce qu'il y a 15% des start-up qui survivent à 3 ans. Mais dans un premier temps, leur envie, c'est moi je vais pas aller voir la boîte du CAC 40 qui a pris un peu de gras que je trouve plus trop sexy. Je vais plutôt aller voir la nouvelle princesse qui est ma start-up ou qui est une start-up un peu cool et qui d'ailleurs peut-être va les payer moins cher, mais ils vont être passionnés et ils vont faire des trucs où ils vont avoir l'impression de construire des choses qui sont intéressantes. Après, ça ne veut pas dire que les boîtes du CAC 40 sont totalement à bannir, il y en a certaines qui se développent beaucoup. Je parlais des locaux, alors là je vais citer Bouygues Immobilier par exemple, eux, ils ont refait totalement leurs locaux et quand j'y suis allé, c'était la première fois que je me suis dit
j'aurais envie de travailler dans ces locaux parce qu'ils sont cool, parce que la façon dont ils l'ont pensé, c'est vraiment très très bien fait. Je pense à un client, par exemple comme TF1, ils ont mis en place un programme qui s'appelle Connect, et ce programme Connect, en fait, ils ont décidé de former l'intégralité des personnes et de faire des groupes où ils mixent des gens de la direction, des gens des équipes, des gens des différents métiers, et à chaque fois c'est des groupes de 25 personnes où c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout et dont le métier est assez différent. Et ils font de l'acculturation sur tous ces niveaux et sur tous ces métiers, et au final ils se créent une énergie inter-métier et inter-hiérarchie, on va dire, qui fait qu'ils ont redéfini une énergie qui avait disparu. Et tu vas voir le comité de direction et du coup les gens des équipes qui sont en phase et qui ont la même énergie et qui ont envie d'avancer ensemble. Et là, en termes de transformation, c'est bien parce que tu n'as pas l'impression que ça t'est imposé, on te propose une formation ou un truc comme ça, et tu sais que l'énergie que toi tu remontes sera reçue aussi, et ce ne sera pas juste de l'énergie descendante qui est envoyée par un comité. Donc, on accompagne beaucoup de comités de direction et de comités exécutifs qui, quand ils parlent de digital, disent encore « Oui, je connais, mes enfants ont Snapchat et tout ça ». Nous, on leur pose la question de « Est-ce que vous avez déjà testé un Twitter ou on va dire Snapchat par exemple ?» La réponse est toujours non, parce que en fait ils ont l'impression que ça les touche pas. Ouais. Et aujourd'hui, cette vision, elle vient aussi de la remise en question que tu peux avoir en tant que dirigeant. Et c'est très compliqué pour ça, parce que quand tu arrives en tant que dirigeant, normalement la logique c'est tu as fait tous les métiers qu'il y a là. Tu as fait chef de projet, directeur de projet, directeur mondial de projet, et puis à un moment tu arrives directeur général, président et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Les gens qui sont en dessous de toi sont des gens qui sont data analysts, qui sont community managers. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils font. Tu ne sais pas. Et même si tu perçois à peu près, et du coup, c'est compliqué en fait de vraiment donner cette vision à des gens dont tu ne connais pas le métier. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens n'ont pas envie d'être formés ou que les gens ne vont pas sur tel ou tel sujet? C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont peur parce qu'ils disent ok, on a plein de startups ou plein de boîtes qui sont en train d'arriver, qui sont en train de nous disrupter. Quand on leur explique ce que c'est la disruption, d'ailleurs on leur pose la question de c'est quoi la disruption, la plupart d'entre eux ne savent pas en donner une définition. Et quand tu leur expliques qu'en gros, imaginons tu es une grande boîte et tu prends la chaîne de valeur et tu as 15 points faibles sur la chaîne de valeur et tu as 15 startups qui vont s'attaquer, en leur disant c'est pas un équivalent à vous. C'est pas un truc aussi gros que vous qui va potentiellement vous attaquer, ça va être plein de petites qui vont venir vous manger. Et ça, du coup, c'est en fait accepter que ton ennemi ou que ton compétiteur de devant, c'est quelqu'un que tu n'as pas encore identifié et qui est peut-être même pas dans ton secteur à la base. Si tu es Google et que tu commences à t'intéresser à la voiture, à la base, Google c'est un moteur de recherche. Ils étaient sympas, on leur filait des fric. Et puis à un moment, tu t'aperçois qu'ils commencent à arriver sur ton sujet et là ça commence à être très chiant. Si tu vois Netflix, à la base, c'est des mecs qui ont des entrepôts et ils louent des DVD ou des cassettes. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui investit des milliards et des milliards en achat de contenu et autres, et qui dès qu'ils veulent lancer un nouveau pays, ils achètent un nom de domaine, ils traduisent sous le catalogue et c'est fait. Les grosses entreprises, en fait, elles vont pas mourir dans un an. Tu vois, si j'arrivais et je disais demain vous allez perdre 50% de votre business, tout le monde va courir dans tous les sens, c'est horrible et tout ça. En réalité, c'est chaque année tu perds 5%. 5%, 5%, 5%, puis à un moment tu fais merde, on a perdu 30 ou 40% de business. Et si je prends par exemple une boîte comme le Hub Institute, tu vois, qui est une boîte de transformation digitale, à la base, on était plutôt sur la communication d'influence. Après, on était plutôt sur le marketing viral, parce qu'en fait, à la base, la transformation s'est faite sur la partie marketing et communication. Aujourd'hui, on est sur la partie transformation digitale. Et en fait, on suit aussi les évolutions du marché et la maturité qu'on peut avoir des clients en face. Aujourd'hui, nous, on est dans une logique entre le cabinet de conseil, la boîte de formation, la boîte événementielle et surtout la start-up. En se disant, on passe notre temps à remettre en question et les outils et la façon de bosser, ce qui, quand tu es habitué un peu à cette logique, est super. Parce que quand ça ne fonctionne pas, juste le change. C'est assez variable en fait, tu as certaines entreprises, je pense une boîte comme NetExpo par exemple. NetExpo, en gros, sur leur site internet et la façon dont ils se présentent, ils font la même chose, c'est-à-dire des conférences, des rapports de tendance, de la formation et tout ça. Après, ils ont pas mal reboosté sur une partie e-learning que nous on explore aussi aujourd'hui. Après, c'est plus des
y a peu de boîtes qui font l'intégralité de ce qu'on fait aujourd'hui. Après, tu as de plus en plus de cabinets de conseil qui sont en train de monter là-dessus. Nous, aujourd'hui, on ne veut pas faire de missions de conseil longues. Moi, par exemple, je fais de la formation et on fait des missions qui vont durer de 1 heure à 3 jours, de manière générale, sur les entreprises. Dès que c'est plus long, on va plutôt renvoyer vers les cabinets de conseil qui, eux, sont habitués à passer des gens et tout ça. Aussi parce que nous, on ne veut pas internaliser trop d'experts, parce que l'expertise, ça vieillit, et que sur certaines expertises en particulier, on n'en a pas besoin tout le temps. Nous, on est plutôt souvent des experts généralistes, on a quand même certaines expertises. Par exemple, moi, je passe avec le social media, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Emmanuel Vivier, chez nous, va être sur la transformation, la disruption du marketing viral. Mais tout ce qui va être, par exemple, blockchain ou programmatique, on va faire appel à des gens extérieurs. La logique de Hub, c'est aujourd'hui, on a plus de 200 intervenants extérieurs qu'on fait intervenir en fonction des sujets, qui sont souvent des freelances, mais qui peuvent être aussi des gens qui sont dans les entreprises, en se disant, par exemple, cette personne chez Pernod Ricard, il y a quelqu'un chez Nestlé Waters qui veut une intervention sur l'utilisation du digital dans toute la partie boisson, on va faire intervenir cette personne. Toutes les entreprises ne cherchent pas les mêmes choses. Moi, par exemple, ce que je vais rechercher, ça va être des gens qui vont être plutôt autonomes, qui apprennent vite et qui ont surtout envie d'apprendre. J'ai eu un stagiaire, par exemple, cette année, il avait 21 ans, et franchement, c'était une machine de guerre. Il apprenait comme un dingue, il faisait des contenus qui étaient assez incroyables. Sur le côté, il est aussi youtubeur, sur le côté, il a plein d'envies et plein de trucs. Et c'est assez marrant de se dire, le mec a 21 ans, mais à 21 ans, moi j'étais un bébé par rapport à lui. Et de voir aussi que les jeunes sont de plus en plus motivés tôt. D'ailleurs, là, il veut faire une année de césure et se lancer un peu en freelance, qui est un peu le truc de, ok, je vois comment est-ce que je vis tout seul et comment est-ce que j'arrive à gérer. Il va y avoir de plus en plus de freelance, c'est sûr. D'ailleurs, les grands groupes là, sont en train de travailler avec des entreprises pour essayer de mieux travailler avec ces freelances. Ouais, bien sûr. Et pour se dire comment est-ce que ça va être une révolution entre guillemets du monde du travail. Freelance, c'est bien, ça peut être aussi intéressant de parfois s'associer à 2 ou 3 ou d'avoir des poules de freelance. Je connais un pote par exemple qui a fait une quinzaine de freelances autour de lui et chacun bosse son temps de freelance sur les différents sujets, mais de temps en temps ils ont besoin de monter en mode agence, donc ils montent à 15 sur le sujet. Il y en a un qui fait le chef de projet commercial entre guillemets l'interface avec le client, un qui gère un peu la partie comptabilité et après qui staff les différentes personnes comme si c'était des ressources dans l'intérieur d'une agence. Sauf que chacun est freelance et qu'en gros il y en a un potentiellement qui fait la facturation et qui ensuite paye tout le monde. Donc c'est pour se dire, on a la capacité de travailler comme si on était une agence, mais on a aussi la capacité d'être totalement indépendant et faire des trucs qui sont géniaux. Et la plupart des gens qui sont bien installés sur la partie freelance et pour qui ça fonctionne bien disent je reviendrai jamais en entreprise. En fait, les agences telles qu'on les connaît aujourd'hui vont se prendre une énorme claque. Et c'est celles qui vont le mieux s'adapter, qui vont toujours rester un peu dans le goût du jour et tout ça, et surtout qui vont recruter les bonnes personnes, qui vont le plus survivre. Aujourd'hui, tu as des agences, par exemple, qui à la base sont des agences spécialisées data, qui font du data marketing et du ciblage et des choses comme ça, et qui se sont dit, ok, nous on veut une solution, on a le ciblage, pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas des créatifs ? Et du coup, ils commencent à piquer des créatifs à des grandes agences françaises et derrière ils font au client. Franchement, en fait on est agence média, on est conseil et en plus on a des créatifs pour faire des campagnes qui sont cool. Derrière quand tu es agence de pub et que tu es juste créatif et qu'en plus tu connais rien à la data parce que tes créatifs sont pas formés à tout ça, ça fait un peu peur. Mais le danger ne vient pas forcément d'autres agences. Le danger peut venir d'un Accenture ou d'une boîte de data qui commence à devenir énorme et qui intègre des créatifs. Je m'inquiéterais plutôt de ça pour le futur. Être bienveillant déjà, parce qu'aujourd'hui on voit quand même énormément de gens qui font des burn-out, qui sont un peu perdus on va dire dans leurs entreprises, mais qui ne sont pas forcément identifiés. Et le management avec très processé, très à l'ancienne on va dire un peu à la papa, fonctionne plus tellement. Les gens ont besoin qu'on leur laisse on va dire cette autonomie et qu'on leur laisse apprendre des choses. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens sont un peu étonnés qu'on les forme et qu'on leur dise ok, par exemple il faut être dans le design thinking, dans l'innovation et tout ça, parce que pendant très longtemps on leur a dit
Non, mais en fait, les idées là qu'on a, là, c'est nos idées, il ne faut pas du tout les partager. On ne va pas commencer à bosser avec un concurrent et faire de la compétition, c'est pas du tout lié. Alors qu'aujourd'hui, on leur dit exactement le contraire, en mode il faut être sur Twitter et faire d'être brand ambassadeur, il faut diffuser des trucs sur LinkedIn pour faire du social selling, il faut être bienveillant et ultra curieux et faire de la veille tout le temps et tout ça. Et ça c'est compliqué en fait, parce que pendant longtemps on n'a pas du tout dit ça aux gens. Donc déjà il y a un côté bienveillance, et après sur la gestion des talents, parfois les personnes sont mal identifiées en interne. Il peut y avoir quelqu'un qui va être très très bon par exemple sur un sujet digital ou autre d'ailleurs, mais il le garde un peu pour lui parce qu'il n'est pas dans la structure de l'entreprise identifié comme par exemple expert. C'est le truc le plus difficile, c'est par exemple, je suis Uber et à un moment, peut-être le système que j'aurais mis en place avec mon paiement par application, ça ne fonctionnera plus parce que les gens ils ont tous des lunettes connectées. Et c'est très compliqué. C'est Netflix qui à un moment vendait dans des entrepôts, envoyait via des entrepôts des DVD et des cassettes, et qui à un moment s'est dit, en fait le physique ça ne fonctionne plus. Et le physique ça fonctionne plus, ça veut dire on va lancer une plateforme qui va permettre aux gens de consommer des choses comme ça, et on va faire le pari d'investir des milliards pour que ça fonctionne. Et oui, abandonner des pratiques qui fonctionnaient mais qui ne fonctionnent plus. Donc j'espère qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont réussir à faire ça, parce que sinon elles vont rester enterrées dans le passé. Tu veux nous dire que toutes les entreprises dans le futur auront besoin de Hub Institute ? Alors, je ne sais pas si elles ont toutes besoin du Hub Institute, par contre elles ont toujours besoin de gens extérieurs qui vont les aider à avoir une vision. Le but c'est pas de voir dans le futur, c'est plutôt de voir, on va dire, 18-24 mois sur ce qui va arriver pour pouvoir avancer dans les entreprises. Et parfois les gens en interne dans les entreprises n'ont pas assez de pouvoir ou à passer les voix pour le faire. Et quand ça passe par quelqu'un d'extérieur, ça fonctionne bien. Et aujourd'hui c'est mon rôle.